Comment ils vont? Ils ont survécu au crash du lundi, mardi 7 avril. Putain, quelle semaine de merde, les mecs. Quelle semaine de merde sur les marchés. Pour ceux qui vivent sur la Lune ou sur tout type de planète extraterrestre, on a eu l'une des semaines les plus horribles sur les marchés financiers depuis très longtemps, depuis 2008 je crois minimum. Même pour la Chine, je crois que c'est peut-être l'une des plus grosses journées, enfin l'une des journées les plus noires de l'histoire. Mais on a survécu. Et de l'autre côté, on se rend compte que dehors il fait toujours beau, que finalement il commence à se passer des trucs qui vont dans la direction que les choses pourraient pas être si horribles qu'on l'a cru. Bref, on va en discuter. Bienvenue sur Investia, les amis. Je reviens de Paris Blockchain Week. Toute la semaine à Paris avec des événements très corpo, crypto, etc. C'était super sympa, je suis éclaté. Donc désolé si le rythme va être un petit peu lent. Investia va changer. Investia a changé. Vous êtes toujours entre 5 et 10 000 à écouter ce podcast, donc vraiment merci beaucoup. Je pensais vraiment pas que le truc aurait autant de succès. Parler 45 minutes de création monétaire, je me suis dit, il va y avoir 800 geeks qui vont écouter ça, et encore 800. 800, mettez ça dans une salle de cinéma, c'est 2 salles de ciné pleines, c'est déjà énorme, mais alors 5-10 000 personnes, c'est trop cool. Mais Investia va changer un petit peu, où avant, chaque podcast était un peu plus concentré autour d'un épisode égale un sujet. Je faisais une vidéo sur la création monétaire, je faisais une vidéo sur les banques centrales, je faisais un podcast sur ça. D'ailleurs, pour ceux qui regardent les vidéos et qui me disent qu'il n'y a pas de montage, c'est normal, c'est un podcast, d'accord? Juste au lieu de mettre, vous savez, les petits trucs de son là, je me filme parce que je trouve ça un peu plus convivial, mais ça reste un podcast. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait plein de sujets dont j'avais envie de parler, que je peux pas en parler, que ça soit dans les vidéos, dans les podcasts, etc., parce que ça rentre pas. Et c'est dommage. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est quoi l'essence de Investia? Pourquoi je fais ce podcast? En vrai, pour vous partager mon aventure d'un mec de 24 ans qui essaye de se débrouiller dans l'entrepreneuriat et dans la finance. Ce que j'apprends, ce que je fais et tout. Parce que y a des gens qui ont de taf, moi je suis à plein temps là-dedans, je pense pouvoir du coup avoir un peu plus de temps pour apprendre certaines choses, et donc j'ai envie de vous les partager. C'est tout, en fait, à la base. Investia, c'est ça. Je fais du business sur d'autres trucs, mais le podcast, dans l'idée, c'est ça. Et si les podcasts deviennent des vidéos juste un peu plus concentrées économie, ça n'a pas de sens. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant sur ces podcasts, les potes, c'est que toutes les semaines, en fait, pour vous expliquer, tous les jours, j'écris un petit paragraphe. J'appelle ça des écrits journaliers. Je fais le mec, mais je fais ça depuis seulement 2 semaines. Mais c'est trop cool. Et j'écris sur un sujet que j'ai appris dans la journée ou dans la semaine. Ça peut être sur la finance, ça peut être sur la crypto, ça peut être sur l'entrepreneuriat, sur la productivité, peu importe. J'écris sur des sujets. Et je l'ai gardé pour moi, ces trucs. Sauf que je me suis dit que déjà, je tiendrais beaucoup mieux ces écrits journaliers si jamais je les partageais, si j'avais jamais une sorte de pression pour les partager, dans le sens où si j'écris pas, je vais me dire putain, j'aurais rien à dire. Et je pense que j'ai des trucs sympas à vous dire, et ça pourrait du coup changer un petit peu le format. Ou maintenant, sur Investia, c'est pas dit que je refasse pas quelques épisodes mono-sujets, mais ça va être plein de petits sujets. Où en gros, je vais vous lire mes écrits journaliers du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine. Et on va en discuter. Et vous allez voir que ça va être très varié, ça va être sur la crypto, là je parle un peu de tennis à un moment, enfin de mes 2 défaites de tennis de la semaine dernière. Voilà, c'est plus un format podcast. Si vous êtes là pour avoir de l'information pure, deep, c'est pas forcément le type de podcast qu'il vous faut, même si l'objectif c'est quand même de vous donner des alphas, d'accord? C'est pas de raconter ma vie, enfin pas seulement de raconter ma vie. Et j'arrête de parler et allons-y, et vous me dites ce que vous en pensez à la fin de ce podcast, ok? Si c'est pas déjà fait, 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, les gars. 5 étoiles, on est bientôt aux 1000 5 étoiles, c'est incroyable. Alors, les écrits du 504. Vous allez voir qu'il y a de tout. C'est-à-dire que si vous êtes sur Spotify ou YouTube, s'il y a un mini-sujet qui vous intéresse pas, je sais pas si vous êtes là pour de la finance et qu'à un moment on parle pas de finance, vous pouvez avancer, ou alors vous pouvez vous laisser guider. C'est la façon dont j'ai envie que le podcast soit consommé, même si chacun vit ça à sa manière. Mais laissez-vous porter, au moins pour cet exercice, et pour ce podcast-là, pour voir si c'est un truc qui vous plaît. Ok ? 504, je me suis fait une réflexion bien techos, bien finance. Pourquoi les obligations influencent-ils la global liquidity? Alors, c'est pas du tout le bon exemple de ce que je voulais mettre, parce que ça c'est vraiment très deep, vous allez voir que les autres condensent aussi pas mal.
On dit souvent que l'incertitude, c'est mauvais. C'est vrai. L'incertitude pour les marchés, c'est très mauvais, on le voit en ce moment avec les tarifs, mais en fait, on n'explique pas toujours bien pourquoi. L'incertitude, c'est le fait qu'on ne sait pas où l'économie va se diriger et ça se reflète sur la finance. Vu qu'on ne sait pas où l'économie se dirige, la finance peut être traduite par une représentation sur des chartes de l'économie. C'est l'une des façons de définir la finance. Et du coup, le fait qu'on soit incertain sur l'économie fait qu'on est incertain sur la finance, fait que on n'est pas bien sur la finance. Sauf que il y a une autre raison un peu plus mathématique. L'incertitude, elle se traduit par de la volatilité sur les obligations américaines. Les obligations américaines, c'est des actifs liquides que les banques détiennent, enfin les banques et plein d'autres, plein d'entités économiques, détiennent dans leur trésorerie en plus de leur cash. Pourquoi ? C'est parce que c'est très liquide. C'est des dettes du gouvernement. Le gouvernement émet un papier, une obligation, et en gros c'est une dette. Et t'arrives, toi tu peux dire ok vas-y je te donne 1000 balles en échange de ton papier et toi tu dois me donner des taux d'intérêt. C'est des obligations américaines, c'est extrêmement présent, le marché obligataire. Et l'incertitude, c'est de la volatilité sur les obligations américaines. Quand les taux d'intérêt des banques sont attendus à la hausse, donc quand on a l'impression qu'on va augmenter les taux d'intérêt, par exemple, les prix des obligations baissent. Pourquoi ? Parce que les gens les vendent, donc les prix baissent. Et du coup, la valeur d'une obligation devient instable. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans l'économie, on ne fait pas tous les échanges avec du cash. Les banques, les gouvernements, etc., ils n'ont pas dans leur trésorerie uniquement du cash. Ils ont des obligations, ils ont d'autres actifs qu'on dit qui sont très liquides, parce qu'on peut très vite les convertir en cash. L'immobilier, c'est pas liquide, par exemple, parce qu'il faut vendre la maison, c'est chiant. Les obligations, c'est très liquide. Il y a beaucoup de demandes, c'est un marché qui est très profond. Et du coup, quand par exemple on dit qu'on va monter les taux d'intérêt, les gens vendent les prix des obligations parce qu'ils savent que les nouvelles obligations vont donner plus de rendement. Et du coup, leur valeur devient instable. Le problème, c'est que les banques, elles ont moins d'actifs solides pour venir prêter, pour utiliser comme collatéral. Et du coup, les banques ont une moins bonne capacité de crédit. Si le prix des obligations baisse, les banques peuvent moins les utiliser comme collatéral, et donc elles peuvent moins prêter. Et donc il y a une sorte d'engrenage, de truc bloqué dans l'engrenage qui empêche les banques de prêter. Et ça s'aggrave encore plus avec ce qu'on appelle la décote. En anglais, c'est une haircut. Une décote, c'est une réduction qu'on va appliquer à des obligations quand elles servent de garantie pour emprunter. Et plus il y a de volatilité, plus les banques et plus les fonds, ils vont demander ce qu'on appelle une décote. Ils vont demander une plus grosse décote. Par exemple, une obligation de 100$, elle ne vaudra plus que 95$ en collatéral parce que le marché est trop incertain. Donc ils disent ok, si tu veux acheter ma décote, si tu veux acheter mon obligation, ok, mais par contre, il va falloir une décote. Donc moins de valeur, ça veut dire moins d'argent à prêter et donc moins de liquidité qui circule dans le monde. Voilà pourquoi vous avez peut-être entendu dire que les obligations et surtout les treasuries jouent un rôle dans la liquidité globale. Et voilà pourquoi on dit que l'incertitude, c'est mauvais pour les marchés. C'est l'une des raisons. C'est parce que ça peut potentiellement faire varier le prix des obligations et donc diminuer l'accès au crédit, donc la liquidité. Écrit du 6-04. Là, c'était quand on avait eu des gros crashs. Là, l'ambiance n'était pas forcément exceptionnelle. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a un moment de panique des investisseurs. Quand on a une sorte de ce qu'on appelle un sell-off, un gros mouvement de vente massive sur les marchés, on sent que les investisseurs particuliers font deux choses principales. La première chose, c'est qu'ils vont dérisquer leur position, ils vont vendre leur bitcoin, actions, etc. Et ils vont aller plutôt vers les obligations. Parce qu'une obligation d'État, ou même privée, publique, en tout cas, une obligation, c'est beaucoup plus safe. Et donc on se dit, ok, là, mon cash, je ne peux plus le mettre sur les marchés financiers, je le mets dans les obligations. Ça, c'est la première chose. On dérisque ses positions et on se dirige vers les obligations. La deuxième, c'est qu'on a tendance, c'est les investisseurs particuliers ont tendance à mettre du temps avant de reprendre confiance. Quand on a un gros crash, on le voit sur la charte que vous voyez apparaître à l'écran ici, qui est en gros l'appétence au risque et l'exposition au risque des investisseurs en fonction du temps. Vous voyez que là, on est dans une période qui est quand même assez historique, les investisseurs ont beaucoup peur du risque. C'est aussi pour ça que les cryptos se font démolir, parce que là, maintenant, tout de suite,
il y a beaucoup d'incertitudes et on est à des niveaux plus bas en termes d'exposition au risque que 2008, que 2020, le Covid, et il faut retourner à 2004 pour retourner à ce même niveau, même pas. Il faut retourner à 1990. Bon, première chose, ça peut vouloir dire qu'on atteint un sommet bas, enfin un sommet bas, un point bas, que le plus dur est derrière nous. Et deuxième chose, gardez en tête que historiquement, depuis plus de 100 ans, les marchés remontent toujours. La douleur est temporaire. Bref. Donc ils font ça et ils mettent du temps avant de reprendre confiance. Vous voyez ici, à chaque fois qu'on a des drops, regardez cette charte, si vous êtes sur YouTube, sinon c'est pas grave. À chaque fois qu'on a un drop de la confiance des investisseurs, parce que ça représente au final la confiance des investisseurs, on voit qu'on a toujours une petite période d'un peu d'accumulation. Ça remonte jamais d'un coup. Parce que quand ça redescend, vous savez, c'est un peu comme dans les films d'action ou je sais pas, dans World War Z, je sais pas si vous avez vu ce film de zombies exceptionnel, où tu sais, t'es caché dans une pièce et t'écoutes et tu dis ok, je crois qu'il y a plus personne. Mais il y a toujours ce moment où genre ah vas-y, on va quand même attendre un petit peu pour être vraiment sûr qu'il y a plus personne. Et du coup, hop, on regarde derrière là, on se dit ah, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut que j'y aille pas, et on attend. Et c'est pareil chez les investisseurs. C'est qu'il y a ce truc de stress post-traumatique où quand ça descend, on se dit je vais pas revenir tout de suite. Je me suis fait démonter, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. C'est aussi parce que les gens ont peut-être moins d'argent aussi, évidemment. Mais ils ont tendance à mettre du temps avant de reprendre conscience. En parlant de film des zombies, je viens d'y penser. Si vous n'avez pas vu la série The Last of Us, exceptionnelle sur Amazon Prime. Je crois qu'il y a la saison 2 qui... Oh putain, il y a la saison 2 qui sort bientôt. Incroyable. Ceux qui ont joué au jeu, vous savez ce qui se passe. Bref. Et du coup, on le voit, il y a toujours une période de plusieurs mois de latence où les investisseurs sont très frileux à rentrer sur le marché. Ça a descendu et on n'a plus envie de rentrer, on n'a plus confiance au marché. La confiance doit être rachetée. Et après, on a une remontée en ligne droite. C'est toujours ça. Descente, période de c'est dur, remonter en quasiment ligne droite. Et donc, historiquement, ces périodes-là, qui sont les périodes qu'on pourrait vivre dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'on vit actuellement, sont, qu'on le veuille ou non, des opportunités d'investissement. Et elles offrent toujours une fenêtre de plusieurs mois où lancer un DCA après un crash a l'air d'être l'une des meilleures opportunités possibles. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas énormément de connaissances ou vous voulez un peu juste vous former, gardez en tête que les crashs sont historiquement toujours les meilleures opportunités. Je sais plus avec qui j'avais discuté, qui était un investisseur exceptionnel qui gardait des millions, des centaines de millions, et qui m'a dit, mais en fait, les gens font juste beaucoup trop de mouvements. Je fais un max, et c'est très rare, 2 mouvements par an, des fois j'en fais 0, parce que lui, il se concentre sur racheter les crashs. Et j'avais discuté avec, je crois que c'était Julien, mon associé, et on se disait un truc, c'est que si on se demande si c'est une bonne idée d'acheter maintenant, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ça soit pas une bonne idée. Parce qu'en général, par exemple, le crash de 2008 ou même le crash qu'on a eu cette semaine, là, début avril, on sait que c'est historiquement des bonnes opportunités parce que les prix sont très bas. Et on se demande pas si c'est une bonne opportunité court terme. Donc, peut-être que faire moins d'investissements, mais plus dans des périodes post-crash, peut être intéressant, et que lancer un DCA, investir régulièrement, quelques semaines après les crashs, sur la base de cette charte, peut être intéressant. On finira par une belle citation de Warren Buffett que je vais vous donner, en anglais évidemment, parce que faut quand même pas déconner. When investors are cautious, be greedy. When investors are greedy, be cautious. Le niveau a augmenté en vrai. Quand les investisseurs sont prudents, soyez greedy, prenez des risques. Quand les investisseurs sont greedy, quand les investisseurs prennent des risques, soyez prudents. Là, on est dans des moments où les investisseurs sont historiquement prudents. C'était l'écrit du 6 avril. J'ai remarqué qu'en fait, 5, 6, 7, 8, j'ai écrit que des trucs investissement et après des trucs un peu différents. On les gardera pour la fin, c'est bien. 7 avril, combien de temps dure une récession en moyenne ? En fait, sur la base de ça, j'ai réfléchi et j'ai une sensation que on a une incompréhension de ce que c'est une récession et un flou sur combien de temps ça dure. Une récession, ça fait peur, je trouve. Et j'ai remarqué un truc, j'ai remarqué plusieurs trucs sur ça, c'est que il y a une sorte de stress post-traumatique de une récession en particulier. C'est, vous savez, la Grande Dépression de 2030 là. De 1930. Ou, je sais pas, c'était vénère quand même, 1930. Mais on n'était pas nés.
Et pourtant, j'ai l'impression que quand on parle de récession, tout le monde associe ça à 1930, ça va être la même chose. On va avoir des dizaines d'années de galères, de morts, enfin c'était terrible. Je sais pas si c'est à cause de quoi, peut-être que ça s'appelle dépression, la grande dépression, peut-être que c'est la plus grande récession de l'histoire, Peaky Blinders peut-être, je sais, sincèrement je sais pas. Mais j'ai l'impression que les gens associent à ça. Et j'ai aussi l'impression que les gens ne savent pas exactement ce qu'est une récession. Est-ce que vous savez, réfléchissez, ce que c'est concrètement, mathématiquement, enfin, d'un point de vue de définition, une récession. Une récession, c'est quand le PIB recule de 2 trimestres consécutifs. Voilà, c'est tout. Quand le produit intérieur brut recule de 2 trimestres consécutifs, on dit qu'on est en récession. Ok, bon. Il y a 3 types de ventes, de schémas qui engendrent des récessions. Et historiquement, elles se sont comportées de manière très différente. Le premier schéma, c'est quand la banque centrale remonte les taux. Et que, forcément, on a moins d'accès au crédit, c'est plus compliqué, ça crée une période de ralentissement économique. C'est pas ce qu'on a actuellement. Le deuxième schéma, c'est quand la banque centrale n'a pas eu le temps de voir arriver ce qu'on appelle un choc du crédit, où la banque centrale n'a pas agi de la meilleure façon, et donc on va avoir une récession causée par un choc du crédit, et il va falloir agir en stress, ça va être un peu compliqué. Et le troisième élément, c'est quand on a un événement externe qui vient tout perturber. Le choc pétrolier, le 1970, c'est un peu différent quand même avec les talons or, parce que ça avait entraîné une sorte de rallye aussi, donc c'est un peu différent, mais bref. Là, les tarifs de Trump, 2018, c'était pareil. Le Covid, c'est les 3 façons d'avoir ce qu'on appelle un sell-off, qui engendre des récessions, des ventes massives. Ok. Et j'ai l'impression que les investisseurs ont été marqués par 1930. Et qu'on a une sorte de biais et qu'on projette et on fait des parallèles avec 1930. Le truc, c'est que maintenant, on a un truc qu'on n'avait pas en 1930, c'est une banque centrale. Et une banque centrale, elle agit et elle prend en charge les choses beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et je suis allé chercher un peu, je me suis dit, putain, est-ce qu'une récession, c'est si horrible que ça? Et j'ai trouvé des trucs vraiment sympas, vraiment intéressants. C'est que concrètement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les récessions, elles durent beaucoup moins longtemps. Et elles ont tendance, en tout cas, à durer de moins en moins longtemps au fur et à mesure qu'on avance. J'ai une théorie sur ça, je vous expliquerai. Mais par exemple, le choc pétrolier 1.0 de 1973, il a duré à peu près 520 jours. Donc 16 mois, un an et demi à peu près. En 1980, on a eu un deuxième choc pétrolier, deuxième crash, deuxième récession. Il a duré aussi 520 jours. Pourtant, si on prend par exemple le crash du S&P à cause des tarifs de Trump en 2018, ça a duré 200 jours avant que le S&P ne retrouve confiance. Le Covid, 160 jours, donc 6 mois. Les récessions durent de moins en moins longtemps. Et j'ai l'impression qu'on arrive sur des fourchettes à peu près de 6 à 12 mois qui sont surtout alimentées par le marché de la dette et de la nécessité de venir diluer de plus en plus le dollar pour pouvoir le soutenir. Et du coup, plus on avance, plus on a de la dette, moins on peut se permettre de rester longtemps en récession, et plus les récessions sont rapides. Et donc, dans le pire scénario, où là on est dans une période de récession, il y en a beaucoup qui le disent, ça va pas durer 10 ans. C'est possible que fin 2025, l'économie puisse repartir et qu'on ait purgé les choses, on sait pas. Ça dépend d'autres choses, mais ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est que cette peur de la récession, je trouve qu'elle est beaucoup trop projetée sur le fait que qu'est-ce qui va se passer pour mon taf, qu'est-ce qui va passer pour mes investissements. Mais en vrai, et ça j'avais vu Ray Dalio, qui est l'un des plus grands gestionnaires de fonds de l'histoire, qui en avait parlé de ça, c'est que les gens surinterprètent la difficulté de vivre dans une récession. C'est pas The Walking Dead, hein. C'est des moments un peu chiants où, le stock market, c'est pas fou, où, il n'y a pas énormément d'emplois, il n'y a pas énormément d'investissement dans les ventures capital, bon. Mais c'est pas la mort et surtout, ça dure de moins en moins longtemps. Donc, si on est dedans, peut-être qu'en fin 2025, tout se passera bien et au final, ça sera juste un moment qui était moyen à vivre, quoi. Ah, 8 avril. Je vous mets des chars des fois dans les podcasts. 8 avril, c'est quand j'étais à Paris, j'ai écrit ça vite fait. Oh, je me suis envoyé à Paris. Paris, c'est incroyable pour une chose, c'est la bouffe. T'as de la bouffe partout, incroyable. On a mangé des raviolis chinois, des bao, bref. Folie.
D'ailleurs, si vous avez des bons spots de resto à Paris, let's go. Mettez-les dans les commentaires. Le 8 avril, les altcoins sont des low cap. Point. J'ai fait des recherches et j'ai comparé le Russell 2000 et le Total 3. Alors, le Total 3, c'est la charte du marché des altcoins sans Bitcoin et Ethereum. Ok. Donc c'est les plus altcoins des crypto-monnaies. On enlève Bitcoin et Ethereum, on regarde comment les altcoins se comportent. Le Russell 2000, c'est les 2000 petites capitalisations qu'on appelle des low cap dans le marché des actions. Et en fait, les charts ont juste exactement la même gueule. Regardez ça, c'est flagrant. Et les altcoins sont brandés dans la catégorie des actifs à risque, exactement de la même façon que les low cap stocks, les actions. Et j'ai la sensation qu'il y a une énorme corrélation entre le Russell 2000, Bitcoin et les altcoins. Ils sont tous dans la catégorie actifs à risque. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que analyser historiquement les performances du Russell, bah ça peut être cool parce que ça nous permettrait peut-être de trouver des patterns intéressants sur les altcoins et sur la suite et sur la façon dont les cryptos pourraient se comporter parce qu'on a beaucoup plus historique. Et là, vous voyez une charte, allez, je vous la montre. C'est une charte que je vais utiliser dans la prochaine vidéo. Ça, vous allez la voir dans toutes les vidéos de youtubeurs dans quelques semaines. J'en parlerai un coup du fait que je peux pas parler des mêmes sujets tout le temps parce que dès que je parle d'un sujet, tout le monde copie. Bref. Et on le voit ici, regardez. On a la charte bleue qui diminue. C'est-à-dire, la charte bleue, c'est le ratio S&P 500 par rapport au Russell. Ça veut dire que le Russell, les petites capitalisations, prennent de l'importance. Elles diminuent. Ensuite, on a la charte rose quelques semaines plus tard qui monte, ça c'est Bitcoin. Et ensuite, on a la charte violette, un petit peu après, qui monte, c'est les altcoins. Et il y a vraiment cette cascade de liquidité qui se met en place. Et ici, par exemple, ça a pris en 2020, 2021, 3 semaines avant de se déverser du Russell vers Bitcoin, puis vers les altcoins. Et donc, le Russell 2000 et les performances des petites capitalisations en bourse peuvent aussi nous indiquer des choses intéressantes sur le comportement à venir du marché des altcoins. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il a toujours un petit peu d'avance sur la façon dont les choses se passent. Bon, on a fini les 4 écrits sur le côté finance, investissement. Les 4 autres sont un peu plus... vous allez voir. En ce moment, je suis en train de lire un livre que je recommande à absolument tout le monde, qui est exceptionnel. C'est en anglais Principles, les principes de Ray Dalio, justement. Ray Dalio, il a écrit... Alors, c'est l'un des mecs les plus riches du monde, qui s'est fait absolument tout seul et qui a monté l'un des plus gros fonds d'investissement au monde, qui s'appelle Bridgewater, qui est exceptionnel. Et il a fait 2 livres. Il a fait Principles for Dealing with a Changing World, donc les principes pour s'adapter dans un monde qui change, en gros, qui est littéralement le livre qui vous explique comment les nations fonctionnent depuis 150 ans. Et il a fait un 2e livre de 400-500 pages qui s'appelle Principles, où il explique, lui, ses principes de vie, comment il a développé sa vie, etc. Donc en gros, il a fait 2 livres où littéralement, il explique comment se comporter pour... Alors, lui, comment il s'est comporté pour réussir dans sa vie. Réussir dans sa vie, c'est très vaste, hein, ça veut pas dire gagner de l'argent ou quoi, mais lui. Et il a fait un livre sur comment le monde fonctionne. Donc littéralement, tu lis ces 2 livres, tu prends une avance absolument considérable. Vraiment, si vous n'avez pas lu ça, si vous êtes jeune, enfin peu importe en fait, lisez ces 2 livres, je vous les mets dans la description, ils sont fous. Et j'étais dans le train et je lisais ça. Comme un bon entrepreneur agaçant dans le train, ces gens sont agaçants, je suis d'accord. Et bah forcément le marché est pas fou et c'est des périodes où tu te remets un peu en question, tu te dis est-ce que j'aurais pu le voir venir, est-ce que voilà. Et j'ai lu un mini paragraphe que je vais vous lire, que je trouve exceptionnel. Je vous lis ce qui est écrit. J'ai constaté que pour faire exceptionnellement bien, il faut repousser ses limites, et si vous le faites, il vous arrivera de vous prendre un mur. Ça fera très mal. Vous penserez que vous avez échoué, mais ce ne sera pas vrai tant que vous n'aurez pas baissé les bras. Croyez-le ou non, la douleur va diminuer, vous retrouverez beaucoup d'autres opportunités à l'avenir, même si vous ne les voyez pas pour le moment. La chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est tirer les enseignements de ces échecs et gagner en humilité et en ouverture d'esprit radicale, de manière à augmenter vos chances de succès. Ensuite, persévérez. Vous n'avez pas échoué tant que vous n'avez pas baissé les bras. Ça m'a un peu marqué. Tant que tu n'arrêtes pas de jouer, tu ne perds pas. Tu te trompes.
on peut dire. Ou même pas, tu es dans le process. Et l'échec est un choix. Ce n'est pas la résultante d'un creux ou d'un produit qui marche pas. C'est pas parce que, peu importe ce que vous faites, votre chaîne YouTube marche pas pour l'instant, votre produit que vous essayez de lancer n'a pas énormément de clients, vous n'arrivez pas encore à bien parler anglais, vous gagnez pas vos matchs de tennis, peu importe, vous n'échouez que quand vous arrêtez. Le reste du temps, vous êtes dans le process. Et il faut pas confondre échouer et ça ne marche pas pour l'instant. Et donc, ça a résonné de mon côté sur l'aspect marché financier, parce qu'on s'est pris quand même une grosse claque que j'avais pas forcément vu venir. Peu importe si j'aurais pu ou pas l'anticiper, c'est pas la question. Le résultat, c'est que grâce à ça, tant qu'on poursuit, tant qu'on apprend, on ne peut pas parler d'échec. Et surtout, ça nous permet d'avoir une sorte de boucle. Et c'est ce que j'ai noté, c'est que si quelque chose ne marche pas pour l'instant, et j'ai mis le pour l'instant, vous pouvez pas le voir, mais en majuscule comme ça, il y a une boucle, une sorte de fil rouge qui se met en place. Première chose, c'est que c'est dur sur le coup, on peut rien y faire. La douleur est présente, c'est un fait. Votre portefeuille baisse, la douleur est présente. Votre produit, vous avez du mal dans votre travail, peu importe. C'est dur sur le coup, c'est un fait, on peut rien y faire. Par contre, c'est aussi un signe qu'on repousse nos limites. Parce que si on se prend pas un mur, ça veut dire que théoriquement, on va pas assez loin. Et or, pour aller loin, il faut se prendre des murs. Donc, ça fait juste partie du process. Troisième chose, c'est pas un échec tant qu'on n'a pas baissé les bras. Il y a deux vérités, c'est que la douleur est réelle et la douleur diminuera. On peut faire la parallèle avec une rupture, la douleur est réelle, quand tu as une rupture, quand c'est dur, mais la douleur diminuera. C'est deux vérités absolues. Il y aura d'autres opportunités, il faut en tirer des enseignements et gagner en humilité. Et il faut utiliser ces moments pour ouvrir son esprit et comprendre d'où vient le fait que ça marche pas. Et ensuite, il faut persévérer à jamais. Et dans ces moments difficiles, je prends l'exemple du marché parce que je pense que on a été beaucoup à être touchés par ça. Il y a deux possibilités. Soit tu vas insulter les youtubeurs parce que tu n'arrives pas à accepter que la perte est ta responsabilité. C'est pas forcément à cause de toi, tu vois. C'est Trump qui a appelé des mecs et qui a mis en place des taxes de douane et du coup ça s'est répercuté sur le marché. Mais c'est peut-être que tu étais mal exposé, que tu avais mal géré ton aversion au risque, peu importe. Mais soit tu insultes les youtubeurs ou tu mets des messages haineux sur Twitter parce que tu n'arrives pas à accepter que la douleur est réelle et que c'est tout et tu essaies de la projeter. Bon, ces gens-là sont un peu perdus dans leur vie, ils y peuvent rien. Enfin, si, ils y peuvent quelque chose, mais c'est pas spécialement à eux qu'on peut s'adresser. Soit on peut en tirer des leçons et se dire, ok, est-ce que je pourrais pu faire mieux? Et je fais l'exemple pour moi, je me dis, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Ouais, j'ai parlé de prendre des profits, j'ai pris des profits, mais peut-être pas assez. J'ai peut-être, surtout par exemple sur des altcoins qui ont envoyé les agents IA, j'ai fait des gros multiples, et j'ai pas assez vendu. Et ouais, j'aurais pu faire des choses mieux, et j'essaie d'utiliser ces moments-là pour prendre un peu d'humilité et pour tirer des enseignements, parce que je suis un grand partisan de oui, les performances passées ne sont pas les performances futures, mais je suis aussi un grand partisan de les choses se répètent, se répètent, se répètent, se répètent. Et donc j'aurai forcément une situation dans ma vie où j'aurai un truc un peu similaire, et là peut-être que grâce à ça je me dirai, ok, la dernière fois je me suis trompé sur ça, faut pas que ça se reproduise. Il y a une citation sur ça, les génies, les idiots sont ceux qui font tout le temps la même chose en espérant des résultats différents, un truc comme ça. Je trouvais ça stylé. Il en reste deux. 11.04. Ah merde, c'est aujourd'hui. Ok, c'est parfait. Bah, c'est ce que j'ai noté aujourd'hui. 11.04. Bon, forcément, c'est une semaine pas ouf sur les marchés, donc ça va être beaucoup orienté sur ça. Tirer des leçons de la douleur des marchés. J'ai vu beaucoup de monde souffrir ces derniers temps dans le marché crypto, se faire un peu démolir. Et j'ai vu des messages désespérés, j'ai vu des gens qui mettaient des messages haineux, des messages tristes, des messages de capitulation, peu importe. Ça a vraiment secoué beaucoup de gens, et je suis pas du tout à dire que c'est à prendre à la légère. C'est des moments qui sont très durs pour tout le monde, et c'est pas des moments vraiment marrants du tout. Et la baisse des marchés nous a ramené quand même à deux réalités bien puissantes. La première, c'est que les cryptos sont vraiment volatiles, à la hausse
comme à la baisse. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas compris ou qui l'avaient oublié. Et c'est pas parce qu'on a un cycle de 4 ans avec un halving que tu achètes après le halving et que tu te dis que tu vas faire x10 et que tout va monter de manière hyper satisfaisante et tu vas faire un x10 hyper smooth. Non, ça n'existe pas. C'est que si tu veux un x10, la réalité des faits, c'est qu'il faut te manger le moins 50% pour espérer, ça veut pas dire que tu vas l'avoir, mais espérer avoir un x10. C'est Mac Tyson qui disait ça. Tout le monde a un plan jusqu'au moment où tu te prends une droite. Everyone has a plans until you take a punch in the face. Bah, c'est exactement ça en crypto, en vrai. Tu te dis un plan, tu te dis ok, là j'ai mon tableur, là je vais faire x4, je vais prendre des profits à x6, là x9, je vais laisser un moonbag, ok. Et là tu te prends un coup dans la mâchoire et tu te dis mon plan marche plus là. Et c'est exactement ce que les gens vivent en ce moment. Et la deuxième réalité, c'est que certains n'ont pas investi en fonction du profil d'investisseur. Je le rabâche depuis longtemps. J'ai fait le méga forceur avec ça fin d'année. Le profil d'investisseur, c'est pas les gains qu'on veut faire en fonction du risque qu'on est prêt à prendre. C'est pas dire j'aimerais faire x15 et du coup je suis prêt à prendre un peu de risque. Non. C'est à quel point on est prêt et vraiment prêt à encaisser des pertes pour potentiellement derrière faire des gains. Et il y a une étude, j'en avais parlé pareil dans un podcast il y a quelques temps, qui avait montré à quel point les gens surestimaient leur aversion au risque. Ou en tout cas leur capacité de gérer du risque. Ils avaient fait des études comme ça où ils demandaient à des gens d'auto-évaluer leur capacité de gérer le risque. Il y a des gens qui disaient ouais, moi j'ai pas de problème si mon portefeuille fait moins 30, moins 40, moins 50, moins 60%. Et dans la réalité, ils ont un problème si les choses se passent comme ça. Et ces gens-là croient qu'ils sont capables d'encaisser plus de risques et de pertes que ce qu'ils sont vraiment capables. Et je pense que c'est aussi parce qu'on se pose souvent cette question dans un marché haussier, l'aversion au risque. On se dit ok, ouais, bon, je peux prendre un 20% parce qu'à la fin j'aurai un x10, donc m'en fous. Mais dans les faits, on a une approche par le gain. On vise un gain et on croit qu'on peut encaisser autant. Et du coup, ce genre de baisse, elle a créé beaucoup de gens qui sont vraiment cassés les dents parce qu'ils n'ont pas investi en fonction de leur profil d'investisseur. Et du coup, ils se sont retrouvés noyés dans une perte qu'ils ne savaient pas du tout prévue. Et donc, c'est ces gens-là qui, la douleur était trop grosse pour eux, ils s'étaient mal positionnés à la base, ils sont allés insulter Iril parce que, tu comprends, à un moment, j'avais qu'à deviner que Trump allait mettre en place des tarifs, tu vois. Enfin, comment tu ne sais pas que le nouveau président des États-Unis va mettre en place des taxes de douane et ça va faire baisser les marchés? Enfin, t'es con, quoi. À un moment, tu fais des analyses. Et parce que c'est plus facile que d'accepter ça. Mais dans cette situation, ça peut être bien de se poser une question, c'est si j'ai subi par exemple une perte de 50% et que je me sens vraiment comme une merde, ça veut dire que j'ai mal ajusté mon profil d'investisseur. Et donc, c'est un fait, c'est pas grave, mais il faut prendre des mesures sur ça. Si c'est votre cas, vous étiez peut-être trop exposé aux altcoins, pas assez de bitcoin, pas assez de stocks, pas assez d'or, trop d'argent investi, pas assez diversifié, peu importe. Et je vous avais fait plein de portfolios types il y a quelques temps, en fonction de votre profil d'investisseur. Et le profil d'investisseur, c'est extrêmement important. Le problème, c'est que c'est en se brûlant qu'on apprend, mais que du coup, il y a cette tendance de se déculpabiliser un petit peu, surtout sur Internet, et de mettre la faute sur autrui. Et croyez-moi, c'est ce qui s'est passé les derniers mois, les dernières semaines, plutôt. Et du coup, de ne jamais vraiment se remettre en question et de ne pas apprendre de ses erreurs. Donc, si jamais c'est votre cas, si jamais vous vous êtes senti que, ok, la douleur était vraiment trop dure, c'est peut-être le moment de dérisquer. C'est peut-être le moment, quand on aura un rebond, de réfléchir, d'avoir un peu plus de sécurité dans votre portefeuille, parce que, les cryptos sont volatiles. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que tout le monde le savait, tout le monde l'a entendu, ça, que les cryptos peuvent vraiment aller à zéro. C'est un fait, tu vois. Mais dans les faits, dans les marchés aussi, c'est des choses que les gens oublient. En plus du fait que c'est un marché qui attire des gens un peu moins, peut-être un peu moins éduqués, un peu plus jeunes, peu importe. Et du coup, c'est un nouveau marché qui est un peu compliqué. Dernier écrit, mes 2 défaites au tennis. Je joue beaucoup au tennis. Je suis un peu claqué. En vrai, je suis 30. Enfin, je joue à 30. Je suis 32 en vrai. Voilà, je dis les choses honnêtement, je suis naze.
Mais je joue beaucoup et j'aime beaucoup ce sport, j'ai envie de progresser, j'en fais depuis pas très longtemps. Et là où je suis, il n'y a pas énormément de tournois de tennis. Et donc ça faisait genre 6 mois ouais, que j'avais pas fait de match, mais je m'entraîne toutes les semaines et tout, mais j'avais pas fait de match depuis 6 mois. Et le vendredi dernier, j'ai fait 2 matchs de tennis dans la même soirée. Et j'ai perdu les 2 au premier tour. Et ça m'a fait mal parce que je pensais vraiment que j'avais progressé, que j'avais compris des trucs et tout. Et j'étais dans un état de surconfiance où j'étais vraiment, je vais vous le dire très honnêtement, déjà en train de regarder comment j'allais organiser le lendemain, parce que les matchs c'était le vendredi soir, parce que tu vois, je vais gagner les 2, et du coup, bah, le samedi, ça va être chiant, parce que si samedi matin j'ai 2 matchs, va falloir que je prévienne, que je peux pas et tout. J'étais déjà en train de réfléchir à ça. Et je réfléchissais, je me suis dit, ok, si je gagne, si je fais 3 tours, je peux faire une dizaine de matchs dans le week-end, il faudra bien que je me repose. J'ai perdu les 2 le vendredi. Et ça m'a fait mal, très mal. J'ai pas mal joué en vrai, je suis juste tombé contre 2 mecs qui étaient solides, qui étaient, je pense, un peu au-dessus de leur classement. Ça, c'est l'argument des joueurs de tennis. D'ailleurs, les joueurs de tennis ne vous diront jamais j'ai perdu. Ils vous diront j'ai perdu, mais. J'ai perdu, mais j'avais mal au coude, du coup, tu vois, le service, je pouvais pas. J'ai perdu, mais j'avais fait un match avant, donc j'avais plus de jambes. J'ai perdu, mais j'ai fait du vélo cet après-midi. Il y a tout le temps, j'ai perdu, mais. Bref. Et donc, moi, j'ai perdu. Pas de mais, j'ai perdu, les 2. Et ça m'a mis un petit coup d'humilité, surtout. Enfin, un gros coup d'humilité, mais surtout, ça a mis en lumière mes grosses lacunes où je pensais que j'avais vraiment progressé. C'est un fait, j'ai progressé, j'ai un meilleur coup droit, j'ai un meilleur service et tout, mais dans le match, dans le fait de finir le point, pas juste dans décortiquer les coups, il y a des trucs que j'avais besoin d'apprendre. Par exemple, j'avais un revers qui était beaucoup trop faible et donc le mec jouait beaucoup sur mon revers et je me faisais démonter parce qu'il montait au filet et il finissait. J'ai un service qui est pas spécialement dangereux, j'ai une mauvaise volée. Du coup, j'ai du mal à finir les points. J'ai remarqué que dans les matchs, je ne respire pas quand je joue, je suis en apnée. Et du coup, genre, je sais pas, je suis en forme quand même physiquement. Et genre, à la fin des points, j'étais là, genre, waouh, je suis oxy complet. Donc, je respire pas quand je joue et j'ai du mal à finir les points importants. Et ça, il y a que la défaite qui l'apprend. Il y a que les matchs. C'est quand t'es en match que tu te rends compte que le mec, il a juste insisté sur ça. Il a mis en avant, en lumière, tu sais, comme au théâtre, ton point faible qui est là, mon revers. Et il a montré à tout le monde, il n'y avait personne qui regardait, mais il a montré à tout le monde et c'est là où j'ai vraiment compris ça. Et ça, c'est pas un truc que t'as à l'entraînement quand t'es tranquille en train de bosser tes coups droits et tu dis bon, les revers, je bosserai la semaine prochaine. Non, c'est là. Et du coup, je me suis rendu compte que en vrai, il y a que la défaite qui apprend des choses. Et si je veux progresser, et je pense que c'est ça quand on dit un peu aussi sortir de sa zone de confort sur cet aspect-là, c'est que je dois plus, pas forcément au tennis, même dans tout, m'exposer et m'habituer à la défaite. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet de vraiment mettre en lumière ce que je dois améliorer. Si je fais, je sais pas, un concept qui marche pas, si ce podcast marche pas, j'ai tenté un truc, tu vois. Si ce podcast vous plaît pas ou j'ai que des commentaires, c'est de la grosse merde, j'aime pas du tout, reviens avant, bah j'aurais testé et du coup j'aurais compris que bah, c'est plutôt un format unique que vous aimez sur les podcasts, peu importe. Mais c'est vraiment juste les défaites, et si vous faites du sport, vous le savez, tu vois, qui forge. J'ai une autre anecdote sur ça, semi-marathon il y a 2 ans. Je venais de commencer à courir, je me croyais mais monstrueux. Vous voyez la Dunning Kruger, là j'étais tout en haut. Je me croyais monstrueux. Je flexais mes entraînements aux gens qui faisaient le semi-marathon avec moi. Je me suis dit, je vais les démolir. Je crois que j'ai dû sortir un truc hyper condescendant, genre vas-y, je fais les 10 premiers kilomètres avec toi et après je finis, tu vois. Et en fait, j'avais pas fait du tout suffisamment de kilomètres d'entraînement pour faire 21 km, et au bout de 10 km, genre, je me suis écroulé. Les 2 avec qui je faisais m'ont complètement lavé, m'ont mis 5-10 minutes. Enfin, vraiment, humiliation totale, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok, alors je vais me calmer, je vais me concentrer, je vais faire plus d'entraînement, et voilà. Et après, j'ai refait des semi-marathons, ça s'est très bien passé. Et c'est que dans ces moments de quasiment, on peut peut-être même parler d'humiliation, tu vois. En tout cas, d'auto-humiliation, parce que personne m'a humilié, c'est moi qui me suis senti humilié, qu'on apprend. Et pour ça, il faut de la pratique. On a trop tendance à pas assez pratiquer, à juste consommer de la théorie. C'est un peu ce qu'on nous a appris à l'école. Tu vois, je vais pas faire le mec anti-système scolaire et tout, mais à l'école, on nous apprend à... Faut pas rater, tu vois. T'as ton partiel, t'as ton examen, t'as ton... Comment ça s'appelait au lycée? Non, pas ton TD. Putain.
devoir surveiller ton DS, waouh, ton DS de maths, tu peux pas le rater, tu vois, sinon tu te fais démolir. Et du coup, on nous a appris à trop consommer de la théorie, à pas assez rater. Et je pense que c'est important, surtout dans un monde comme ça, à se confronter plus à notre limite. Et moi, par exemple, je dois prendre plus de trades, plus me tromper, analyser pourquoi, lancer des projets qui ratent, essayer une nouvelle méthode d'organisation, voir qu'elle marche pas, refaire un truc, relancer l'application, revoir que ça marche pas. Il faut absolument que je m'habitue beaucoup plus à l'échec temporaire. Parce qu'on n'apprend que dans l'échec, le vrai échec, le pur échec où tu te sens humilié, tu vois. Tu fais je sais pas moi, tu fais une vidéo, tu fais un podcast et là tu te rends compte qu'en fait t'as été complètement nul. C'est dur, c'est de la pure douleur, ça revient à ce qu'on disait sur le truc de Ray Dalio, c'est de la pure douleur. Mais par contre c'est vraiment ça qui forge. Et je vais finir ce podcast avec une métaphore Rocky, parce que Rocky 4 quand même dans la vie, dans les Rocky, Creed maintenant, bah c'est toujours le même schéma. C'est ok, il est bon, il boxe, il se prend une humiliation, il perd contre quelqu'un contre qui il ne devait pas perdre, enfin, il perd. Et c'est là qu'il y a la remise à question, que tu t'entraînes le plus de toute ta vie, que tu reviens et que tu fais les meilleurs entraînements et que quand tu reviens, tu gagnes. Et sans ça, tu n'aurais jamais fait autant d'entraînements. Et j'ai même envie, c'est un terrain un peu glissant, de dire que l'intensité que tu vas mettre dans ton apprentissage est proportionnelle à l'auto-humiliation que tu as ressentie. Si tu t'es senti vraiment complètement humilié, c'est là que tu vas dire ok, je vais en faire plus. Et donc pour ça, il faut pratiquer, il faut perdre des matchs. Et il faut en regagner, j'espère que j'en ai dans un mois là, je vais essayer, je vous dirai comment ça s'est passé. Voilà, plus se tromper. Merci beaucoup d'avoir écouté, si vous êtes encore là. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un petit commentaire sur YouTube, si vous aimez bien ce format multi-sujet. Je pense que je vais le faire de plus en plus de toute façon. Ou voilà, ce que je note, je l'écris, et ça va être le nouveau format d'Investir, le nouveau format de ce podcast. Prenez soin de vous. Je vous ai tout noté dans la description si vous voulez noter les 6 choses dont j'ai parlé. Vous pouvez aller voir les écrits, etc. C'était Lovig, et on se voit vendredi prochain. Ciao les potes.